Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat pour suivre aujourd'hui un débat sur l'agriculture. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter Idéal. C'est une vache charolaise de 6 ans, égérie du Salon d'agriculture 2020. Un salon qui commence demain et un rendez-vous incontournable, notamment pour les hommes et les femmes politiques, afin d'évoquer sur place les sujets comme la ruralité, la crise du monde agricole ou encore les savoir-faire français. Des sujets qui justement étaient au cœur du débat qui s'est tenu hier au Sénat à l'initiative de la droite sénatoriale. Il était question des négociations européennes, de l'agribashing, des zones d'épandage, des dossiers chauds, vous l'imaginez bien, évoqués hier avec le ministre de l'Agriculture. Sans plus attendre, direction l'hémicycle pour suivre cette séance préparée aujourd'hui pour Public Sénat par Louis Mollier-Sabet et Alice Bardot. Ce débat aujourd'hui est important. Permettez-moi de vous dire que pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui, il faut revenir un peu en arrière et réfléchir sur les 3 dernières années. Monsieur le ministre, à l'arrivée du nouveau président Macron, un espoir immense est né dans la profession agricole. Un espoir qui, enfin, permettait peut-être de comprendre que cette profession était dans une attente forte. Une attente que nous pourrions résumer par un mot, la reconnaissance. Les États généraux de l'agriculture qui ont été établis après, ont amplifié cet espoir. L'ont amplifié car il permettait pour les agriculteurs d'avoir un sentiment enfin de compréhension et la possibilité pour eux de penser qu'ils avaient été compris et que leurs revenus allaient pouvoir être traités. Et puis il y a eu, Monsieur le ministre, le discours de la Sorbonne, où là, qui est passé totalement inaperçu pour les agriculteurs, embué par le discours de Rungis du même président de la République, et pourtant, ce discours portait un coup fatal à la PAC. Ce discours de la Sorbonne parlait de créer d'autres politiques qu'il fallait financer, d'où l'espoir né de maintenir un budget qui disparaissait, puisque pour financer des nouvelles politiques, il fallait bien les prendre sur des budgets déjà existants. Un deuxième élément du discours du président de la République a été la subsidiarité, ce que la France n'a jamais véritablement poussé, contrairement à l'Allemagne, et qui laissait la possibilité pour la Commission européenne de faire la proposition qui a été faite aujourd'hui. Puis, nous avons eu Egalim, cette belle loi d'Egalim, qui avait comme ambition d'améliorer le revenu des agriculteurs. Mais voilà, ça a plutôt été une déception. Certes, si le titre 1 engageait une vraie réflexion sur les relations commerciales, en relevant le seuil de revente à perte, en diminuant la pression des promotions, le titre 2 a ouvert la possibilité à 2500 amendements à l'Assemblée nationale de créer encore plus de contraintes à cette même agriculture. Des contraintes supplémentaires, certes, qui auront un coût, mais surtout et avant tout, l'amplification d'une vraie forme de stigmatisation encore plus forte. D'ailleurs, suite à cette loi Egalim, des choses que nous connaissons aujourd'hui en découlent. Des messages sans cesse accusateurs, plus accusateurs de cette agriculture qui espérait avoir la reconnaissance et qui se retrouve encore plus accusée. La création des zones de non-traitement, dont mes collègues vont pouvoir parler, mais aussi la stigmatisation et l'interdiction en France, contrairement à l'Europe, du glyphosate. Sans se rendre compte, dans le même temps, que la France, cette belle France agricole, perd de plus en plus de terrain. Perd du terrain sur l'augmentation des importations. Monsieur le ministre, vous le savez, plus d'1 jour par semaine, les Français consomment uniquement des produits importés. Et qu'à l'intérieur de ces produits importés, plus du quart de ces produits ne correspond pas aux normes que nous imposons aux agriculteurs français. Je ne parle même pas de l'Assemblée nationale avec la ratification du CETA dans une période de doute encore plus important pour les agriculteurs. Tout ce temps perdu, au lieu de se poser la seule et vraie question qui est pour moi la plus importante. Avoir un vrai projet pour l'agriculture française et le défendre à Bruxelles. Quelle place, Monsieur le ministre, voulez-vous pour l'agriculture française? Est-ce comme votre ministère s'apprête à communiquer à l'horizon 2035 le non-productivisme et la démondialisation? Parce que cela, si c'était le cas, conduirait l'agriculture française à sa perte. Quels sont les éléments essentiels, Monsieur le ministre, que vous allez défendre à Bruxelles pour maintenir la PAC? Quel budget? J'espère qu'après moi, vous allez pouvoir nous donner des éléments par rapport à ce budget.
que enfin vous allez arrêter d'en parler avec des mots, mais que vous nous en parlerez avec des chiffres. Que pensez-vous faire aussi de l'idée développée par le président Macron sur la subsidiarité? Pensez-vous encore amplifier cette subsidiarité qui est finalement que le synonyme d'une politique agricole qui serait de moins en moins commune et qui sera, je vous le rappelle, un vrai danger pour la France? Quel verdissement attendez-vous? Est-ce que ce sera encore un verdissement qui consistera à entraver les agriculteurs ou plutôt se servir des atouts de notre agriculture française pour en faire une force environnementale? Qu'allez-vous proposer sur les risques et les aléas? Allez-vous défendre l'assurance récolte, les stockages de l'eau, l'irrigation, les progrès sur les semences, alors que le Conseil d'État, par exemple sur les semences, vient de les classer OGM? Monsieur le ministre, je suis conscient que votre tâche est difficile et qu'à mon modeste niveau, si j'étais à votre place, je ne me poserais qu'une seule question. Quel projet agricole je défends? Alors, contrairement à parfois faire trop de critiques, je vais essayer de vous aider, comme le Sénat le fait régulièrement, dans toutes les lois, pour apporter un œil plus apaisé, plus expérimenté. Et je vais le faire en 6 points. Le premier, Monsieur le ministre, soutenez que la production agricole française est diversifiée. Arrêtez d'opposer les agriculteurs entre eux. Et surtout, arrêtez de dire que vous voulez changer de modèle. Notre modèle est fort. Il est fort quand il est fort à l'export et quand il est défendu par son ministre. Le savoir-faire français rayonne. Il se vend. Profitons-en. N'oublions jamais que 25% du revenu des agriculteurs dépend de la capacité exportatrice de la France. Il est fort, ce modèle agricole différencié, à l'intérieur, en France, quand il est respecté, quand on allie proximité, circuit court, restauration au foyer, qualité des AOP, bio, mais aussi conventionnel et traditionnel. Le deuxième point, c'est lutter contre la suprématie des 4 centrales d'achat. La loi Egalim ne le règle pas, et on le voit tous les jours. Alors enfin, laissez du lest aux filières pour qu'elles s'entendent et qu'elles puissent peser, au lieu d'être 20 000 contre 4, pour qu'elles puissent peser contre cette suprématie des centrales d'achat et qu'elles puissent enfin avoir une vraie sortie sur un équilibre sur les négociations commerciales. Le troisième point, Monsieur le ministre, est sûrement un des plus importants. Il faut favoriser l'essor du progrès. L'essor du progrès a toujours été la réponse au mot agricole. Si nous ne voulons pas regarder les capacités que le progrès peut nous apporter, nous sombrerons dans l'obscurantisme. Les craintes des consommateurs peuvent trouver leur réponse dans la recherche et dans l'innovation. Aider et vulgariser l'intelligence artificielle embarquée, avec, par exemple, Axema, qui propose aujourd'hui, avec cette intelligence embarquée, une diminution de près de 90% des volumes de produits phytosanitaires sur certaines cultures. Aider la recherche sur les semences, afin d'améliorer leur résistance au vu du changement climatique. Le quatrième point sera de soutenir, par un principe de suramortissement, les investissements qui permettent de prendre en compte des thèmes forts, comme le bien-être animal, la baisse des produits phytosanitaires, les aléas climatiques, avec une vraie politique sur le stockage de l'eau et la protection par rapport à la grêle. Le cinquième point sera d'établir un véritable état des lieux des charges, parce que c'est ce qui pèse le plus sur les exploitations agricoles et qui fait le plus de différence avec les autres pays. Il faut faire ce bilan des charges, qu'elles soient administratives, normatives ou sur toutes les autres contraintes. Enfin, se battre, Monsieur le ministre, et j'en termine là-dessus, sur une PAC forte. Dites-nous ce soir que le budget que vous défendez est de 390 milliards parce que c'est le niveau qu'il nous faut. Dites-nous que vous allez vous battre sur les ICHN. Dites-nous que vous allez vous battre sur la réalité du soutien français de la politique agricole commune. Dites-nous aussi, Monsieur le ministre, que l'Europe est forte quand la PAC est forte parce que c'est le ciment de l'Europe. Pour terminer, cher Président, beaucoup, mon cher collègue. Arrêtez d'opposer les agriculteurs. Ne les combattez pas. Au contraire, faites-en une force, avec une vision et un projet. Et vous verrez, ils vous surprendront. Bon.
Tout ceci étant dit, Monsieur le ministre, vous avez la parole pour une durée de 8 minutes maximum. Et alors, il y a quelques secondes pour que vous soyez sur le même pied d'égalité que l'orateur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur, vous disiez ce matin en LEC qu'il faut parler sans passion, qu'il faut parler de façon éclairée, qu'il faut parler de façon détendue et contribuer ensemble. Je crois que vous y avez un peu contribué dans votre intervention. Je ne peux pas répondre en 10 minutes à toutes les questions que vous avez posées, mais les 15 questions... J'ai 8 minutes? Oui, 8. Ah merde, pardon. Pardon, excusez-moi. Donc je vais essayer de dire un certain nombre de choses, et puis c'est pas ce qu'on m'avait mis. Je croyais avoir plus de temps. Et donc je vais essayer de répondre à vos questions pour vous dire que la politique de ce gouvernement est claire. C'est de travailler pour les agriculteurs, de travailler pour les pêcheurs, pour les conchyliculteurs, pour l'ensemble du monde agricole, pour les forestiers, pour les entreprises agroalimentaires et pour l'agroalimentaire. C'est ça l'enjeu de la politique menée par le gouvernement. C'est d'abord d'écouter, de comprendre, d'accompagner les agriculteurs, parce que c'est ceux qui font l'agriculture, ceux qui travaillent dans l'agriculture, ceux qui travaillent pour l'agriculture, qui sont les plus à même de parler de l'agriculture. Mais je voudrais vous dire qu'il n'est pas forcément utile d'être agriculteur pour comprendre la dynamique agricole et pour travailler dans cette dynamique. Je voudrais réaffirmer devant vous que l'agriculture n'est pas à bout de souffle et que lutter contre l'agribashing, c'est aussi parler positivement de l'agriculture et pas toujours négativement. On commence, je crois, à prendre conscience, nos concitoyens, du désarroi de paysans. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a voulu mettre en place plusieurs sujets pour lutter contre ce désarroi et contre cet agribashing. Les observatoires départementaux de lutte contre l'agribashing, la cellule Déméter du ministère de l'Intérieur, les instructions données par la garde des Sceaux. Il faut lutter contre toutes les intrusions, contre tous les dénigrements, contre toutes les attaques qui sont mises auprès des agriculteurs. Le premier engagement, c'est évidemment celui de la transition agroécologique. Nous ne voulons pas changer de modèle, nous voulons simplement faire évoluer le modèle. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la faille, la coupure, la fosse, l'abîme qu'il y a entre la société et l'agriculture, entre les citoyens et les agriculteurs, si on n'y prend pas garde, ce trou, il ne se recomblera jamais. Et ce n'est pas d'opposer les modèles agricoles entre eux qu'il faut éviter, mais il faut éviter d'opposer l'agriculture et la société civile, les réseaux sociaux et ceux qui travaillent la terre. Parce que je le dis souvent, il faut ralentir le temps court et accélérer le temps long. On ne fait pas muter l'agriculture au rythme des tweets, on fait muter l'agriculture au rythme des saisons, au rythme des pratiques culturelles. Et c'est vrai que dans cet hémicycle, comme dans celui de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas tous sur les mêmes positions dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que le gouvernement essaie d'avoir une position médiane, c'est celle de la transition agroécologique, de la transition énergétique, mais c'est surtout celle qui va permettre demain que cette agriculture française ait plusieurs vertus. La première, c'est qu'elle rémunère ses paysans. Or, aujourd'hui, le compte n'y est pas encore. La deuxième, c'est qu'elle nous assure une autonomie alimentaire pour nos concitoyens, et là, elle l'assure. Et le troisième enjeu, c'est qu'elle continue à produire pour exporter. Parce que oui, si nous voulons une agriculture forte, il faut que cette agriculture s'appuie sur un triptyque. Ce triptyque, c'est la compétitivité, c'est la recherche et c'est la transition agroécologique. Sans compétitivité, sans création de valeur, sans création de richesse, l'agriculture sera par terre. Mais cette agriculture ne pourra se faire que si l'enseignement supérieur, que si la recherche est là de façon indispensable. On sait très bien qu'il faudra sortir de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques, aux produits phytosanitaires. C'est ce que font tous les agriculteurs. Mais on ne peut pas en sortir sans laisser les agriculteurs sans solution. Certains dans cet hémicycle souhaiteraient que nous arrêtions immédiatement les produits phytosanitaires, d'autres souhaiteraient que nous les prolongions. La position du gouvernement, c'est de se dire que nous allons sortir de cette dépendance en ne laissant aucune filière, aucun secteur sans solution. C'est vraiment ce que nous voulons faire. Et en même temps, nous devons rassurer les paysans sur le fait qu'ils pourront décemment vivre de leur activité et continuer leurs pratiques si ces pratiques évoluent, mais il faut aussi rassurer les consommateurs pour leur dire que oui, clairement, l'agriculture française est une des plus durables du monde et l'alimentation française, on peut lui faire confiance parce que cette alimentation française, elle est vraiment forte et elle produit vraiment des aliments de qualité. Aujourd'hui, il y a trop de violence dans notre monde, il y a trop de violence vis-à-vis des agriculteurs et nous essayons d'y travailler. Alors, vous avez évoqué plusieurs sujets
en disant que le discours du président de la République avait été un coup fatal à la PAC. Mais, Monsieur Duplomb, regardez la réalité. Je vais vous parler de la PAC, non pas en idées, mais en chiffres. Non pas en idées, mais en chiffres. Mais le président de la République l'a très bien dit. Je sais que vous et certains de vos amis, vous êtes en train de mettre en place, j'ai lu ça hier dans les réseaux avec le président Jacob, une politique du groupe, enfin du parti Les Républicains sur l'agriculture que vous avez présenté au salon, etc. Peu importe. Mais ce qui compte, ce n'est pas des effets d'annonce. Ce qui compte, c'est du concret. Et quand vous me dites que la France ne se bat pas pour l'agriculture, le président de la République est cet après-midi à Bruxelles avec un seul mandat. Il l'a annoncé très clairement. Le seul mandat de sa négociation, c'est la politique agricole commune. Parce que si cette politique agricole commune devait venir à diminuer, alors c'est la fin de beaucoup, de centaines et centaines je vais vous les donner, de centaines et de centaines d'exploitations agricoles qui disparaîtraient. Et cette politique agricole, ce n'est pas la politique agricole de la subsidiarité, c'est une politique agricole commune, égale à tous les pays. Et c'est ce que nous avons d'ores et déjà gagné, c'est la réalité. Nous voulons que dans le premier pilier, que soit le pilier le plus fort, sur lequel nous ne voulons retirer aucun euro parce qu'il est trop indispensable, nous fassions aussi la transition agroécologique avec ce qu'on appelle les écoschémas, les écoschemes, qui seront obligatoires pour tous les États, facultatifs pour les agriculteurs. Aujourd'hui, ce sur quoi nous nous battons, c'est très clair. 3 chiffres. Votre chiffre de 390 milliards, je ne sais pas d'où il sort, il n'existe même pas en rêve. Il y a 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est 370 milliards. 370 milliards, c'est la proposition de la Commission. Nous nous y sommes opposés. Il est hors de question que ce soit 370 milliards. 20 pays de l'Europe ont fait plier la Commission. La Commission a mis un nouveau chiffre sur la table, qui est le chiffre de 375 milliards d'euros. 375 milliards d'euros, c'est le montant qui a été dépensé dans la précédente programmation. Nous avons dépensé 375 milliards d'euros. Nous sommes arrivés à ce chiffre parce que 20 pays ont tenu et parce que l'Allemagne a bougé et que l'Allemagne est en train de dire on ne peut pas réduire le montant de la PAC. À 375 milliards d'euros, nous avons le montant de ce qui a été dépensé dans la précédente programmation. Et le président de la République, hier après-midi, j'ai réuni tous les syndicats agricoles pour parler avec eux et le président de la République part avec un mandat de négociation, non pas à 375 milliards, mais à 380 milliards. C'est la position que la France va défendre pendant 2 jours, 2 nuits, 3 nuits, je ne sais pas, à Bruxelles. 380 milliards d'euros, c'est-à-dire le montant exact en euros courants de ce qui s'est passé. Jamais le chiffre de 390 milliards n'a été évoqué. Les syndicats agricoles sont tombés d'accord pour dire que les 375 milliards, c'est ce que nous avons dépensé. La programmation était à 380. On va essayer d'obtenir les 380. Et le président de la République va se battre. Et nous allons essayer de garder cela. C'est ça la place que nous avons pour l'agriculture française en Europe. Et c'est là-dessus que nous nous battons. Il n'y a pas que l'Europe. Mais évidemment, si la PAC devait venir abaisser, si la PAC devait se disloquer, si la PAC devait être 27 PAC et pas une seule, alors il n'y aurait plus de politique agricole commune. Et deuxièmement, ce que nous voulons, et je termine là, Monsieur le Président, il me reste 16 secondes, ce que nous voulons par rapport aux questions qu'a posées Laurent Duplomb et une qui n'a pas posé, celle de la convergence externe, parce qu'elle est aussi importante. Le Président de la République est aujourd'hui à Bruxelles pour dire « OK pour la convergence externe, et notamment pour les pays de l'Est, à une seule condition, ça ne fasse pas baisser le montant de la nôtre. » Parce que nous, on veut bien aider les pays de l'Est à se développer, mais on ne peut pas aider les pays de l'Est à se développer contre les paysans français, parce que la distorsion de concurrence et la distorsion sociale, elle existe encore. Et évidemment, vous le savez très bien, les orientations que j'ai fixées, qui sont validées par le gouvernement, oui, nous gardons l'ICHN, c'est absolument indispensable pour les territoires en difficulté, et j'aurai l'occasion de répondre à des questions tout à l'heure et à préciser les choses. Merci, Monsieur le Président. Je n'en doute pas. À peine. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question, avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires, à la condition sine qua non que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Premier intervenant, M. Franck Montaugé, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, depuis près de 2 ans et dans un contexte agricole national comme international très problématique, je pense à la question des prix et des revenus qu'Egalim n'a pas résolu et à la crise profonde dans laquelle la viticulture est en train de s'enfoncer, le Sénat, par le moyen de propositions de résolution européennes,
à la Commission des affaires européennes et à la Commission des affaires économiques, a fait des propositions au gouvernement et à la Commission européenne sur le budget et les règles de la prochaine PAC. Le cadre financier pluriannuel de la nouvelle Commission européenne va se traduire par des diminutions budgétaires très sensibles pour les aides directes, de moins 15% pour le premier pilier et de moins 25% pour le développement territorial qui touche à l'installation, à la conversion au bio et à l'accompagnement des territoires ruraux. La nouvelle gouvernance de la PAC nécessitera que les États membres présentent à la Commission leur plan stratégique. Ma question est simple. Sur quels principes ou dispositifs, Monsieur le Ministre, allez-vous construire le plan stratégique agricole de la France pour améliorer le niveau et la stabilité du revenu des agriculteurs et renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires, pour mettre en œuvre les 40% des budgets du P1 et du P2 qui devront être consacrés aux problématiques environnementales et climatiques, je pense par rapport à ça au Green Deal de Madame van der Leyen, et pour soutenir le niveau des marchés du bio qui s'accroît en volume mais qui baissera inéluctablement en valeur, donc en revenus pour les producteurs. Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Montaugé, nous en avons déjà parlé, mais si je peux me permettre, arrêtez de dire que le budget de la PAC va baisser de 15% dans le premier pilier et de 25% dans le deuxième pilier. À moins que vous soyez le porte-parole de la Commission. C'est ce que veut la Commission. Mais nous ne sommes pas favorables à cela. Et ce n'est pas ce qui va se passer. Et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, si nous sommes à 375 milliards d'euros obtenus dans la semaine en négociation bilatérale, et nous ne sommes déjà plus à moins 15% et à moins 5%. Et ce que nous voulons, nous, c'est arriver à zéro. C'est-à-dire l'objectif où nous voulons être, nous sommes à zéro en exécuté et nous voulons être à zéro en programmé. C'est ça qui va se passer. Et donc le plan stratégique national sur lequel nous travaillons avec Région de France, que nous coprésidons avec le président Muselier, nous avons fait un document de base de 200 pages environ qui a été travaillé par tout le monde. Évidemment, nous allons aller dans cette direction, et notamment, je le disais tout à l'heure à M. Duplomb, sur les ICHN qui sont absolument indispensables par certaines régions. Nous voulons aussi garder les aides couplées, évidemment, parce qu'elles sont indispensables, prime à la vache allaitante, par exemple, parce que ces secteurs-là sont en difficulté, j'aurai peut-être l'occasion de répondre demain, mais notre plan stratégique national va s'appuyer sur le cadre de la politique agricole commune nationale, dans lequel nous allons mettre nos flexibilités, nos sensibilités en fonction des régions. Nous allons travailler évidemment sur les zones intermédiaires qui ont été les grandes absences de la précédente PAC. Mais nous voulons aussi que sur le deuxième pilier, on puisse travailler beaucoup à l'installation. Parce que mettre de l'argent sur l'installation, tout à l'heure, M. Duplomb me demandait quelle était la position sur l'assurance. Mais vous le savez très bien. Nous allons lancer une assurance généralisée, mutualisée sur l'ensemble des filières. Et nous avons bien l'intention de mettre de l'argent du deuxième pilier de la PAC pour réaliser cette assurance. Parce qu'avec les aléas climatiques, il faudra répondre à tout cela. Donc je crois qu'avoir à peu près répondu à vos questions, rassurez-vous, nous allons avoir une PAC qui ne baissera pas de 15%. Monsieur Montaugé. Oui, merci Monsieur le Ministre. Je souhaite avec l'ensemble des viticulteurs de mon département du Gers que vous preniez aussi la mesure des difficultés auxquelles ils sont confrontés malgré les efforts considérables qu'ils font pour répondre aux marchés nationaux comme lointains. Je pense aux démarches de type label HVE3 et aux conversions bio notamment. Ne laissons pas cette filière qui est un des fleurons de notre agriculture et de notre commerce extérieur sans accompagnement immédiat. Réagissons de suite sans attendre en activant peut-être la réserve de crise européenne. La parole est à Monsieur Henri Cabanel pour le groupe RDSE pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous connaissons bien les grandes mutations qui ont affecté l'agriculture française depuis la guerre et ses conséquences. Parmi celles-ci, je souhaite évoquer la question de l'emploi agricole. Aujourd'hui, devenir agriculteur n'est plus nécessairement une destinée. En outre, dans une France désormais largement urbaine, la vocation au métier agricole n'est plus évidente, d'autant moins qu'il véhicule une image de pénibilité et de faible rémunération liée aussi à un agribashing dévastateur. Notre agriculture ne fait pas rêver nos jeunes, sans parler des suicides qui l'endeuillent chaque jour. Aussi, si nous voulons porter une ambition forte pour notre agriculture, n'oublions pas l'essentiel, pourvoir le secteur en main-d'œuvre. Une main-d'œuvre adaptée aux nouveaux enjeux, en particulier liés à l'innovation, l'agroécologie, à la polyactivité, à l'évolution du cadre juridique de l'exploitation, à l'essor numérique ou simplement la conduite d'engins agricoles. Quel soutien public faut-il aujourd'hui pour que les exploitants ne se trouvent pas confrontés à une pénurie de main-d'œuvre? Près de 70 millions d'offres d'emploi ne sont pas pourvues. Dans ces conditions, il faut nous interroger sur nos politiques publiques. Régulièrement, je mesure cette faiblesse sur le terrain.
Alors que la question du chômage est particulièrement prégnante au cœur de nos territoires ruraux, les agriculteurs doivent de plus en plus souvent recourir à de la main-d'œuvre étrangère, organisée avec tout ce qu'elle suppose de précarité pour les salariés étrangers. C'est désolant. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaitais connaître les actions concrètes que pourrait prendre le gouvernement pour réconcilier au plus vite l'offre et la demande d'emploi dans l'agriculture et redorer son image. L'agriculture a besoin d'agriculteurs, de bras, si j'ose dire. J'attends vos réponses sur le volet de l'emploi, essentiel à la survie de l'agriculture française. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Cabanel, trois points qui vont dans ce sens. Premièrement, un point général. Le gouvernement, je ne sais pas si vous étiez d'accord avec cette réforme, mais a réformé l'assurance chômage pour faire en sorte justement de plus inciter les gens à aller au travail et de moins les inciter à ne pas travailler en ayant une rémunération. C'est en train de porter ses fruits, ça vient d'être mis en place et ça pourra y contribuer. Le deuxième point, je sais qu'il vous tient vraiment à cœur, c'est celui du TODE, que j'ai souhaité, lorsque je suis arrivé à ce poste, maintenir et que nous pérenniserons au prochain budget, enfin la prochaine loi de finances. En effet, on sait très bien que les charges qui pèsent sur les exploitations viticoles comme la vôtre, par exemple, où il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre saisonnière, fait qu'au montant du salaire, de la rémunération de la main-d'œuvre saisonnière, s'il n'y a pas le TODE, ces entreprises ne souffriront plus comment on appelle ça, la concurrence avec d'autres. Donc le TODE sera maintenu, c'est quand même très important. Et puis il y a un troisième sujet pour lequel je pense que nous pouvons être vraiment très fiers, c'est celui de la formation. Depuis 10 ans, nos lycées agricoles se vidaient. Ils ne tenaient que par les sections générales. Je vous assure que quand je suis arrivé, qu'on a fait l'expertise, on aurait dû fermer 10 à 15 lycées d'enseignement technique agricole, tellement ils étaient en train de se vider. C'est une pépite cet enseignement agricole, il est présent partout. Nous allons lancer une grande campagne que nous avons appelée l'aventure du vivant. Nous avons discuté avec M. Blanquer pour que la direction de l'enseignement scolaire mettre les enseignements agricoles techniques au cœur des forums des métiers, au cœur des conseils d'administration, des orientations de l'ONICEP, parce que ça ne se faisait absolument pas. Nous sommes passés d'une dégradation du nombre d'élèves de plusieurs milliers par an à plus 750 cette année. Je crois que nous avons inversé la courbe. Et notamment, ce qui est assez incroyable, c'est que les sections dans l'enseignement technique agricole qui sont les plus chargées sont les sections d'élevage, le secteur où on vit le moins bien. Donc ça montre bien que cette volonté à la fois d'équilibrer la relation travail-chômage, de pérenniser les TODE, de faire de la formation, devrait permettre aux gens de venir travailler dans ce secteur-là. En tout cas, c'est un beau métier, ça va être un primo choix. Monsieur Cabanel, 51 secondes. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous entends et quand vous parlez d'enseignement agricole, on a eu un débat sur ce sujet-là. Effectivement, vous avez stabilisé les chiffres, mais il n'en demeure pas moins que le secteur agricole est en baisse et au détriment ou au profit, si je puis dire, du service à la personne. Dans l'enseignement agricole, on met en avant les services à la personne, mais on s'aperçoit qu'effectivement la branche agricole est en diminution. Donc j'ai bien entendu les relations que vous pouvez mener avec le ministre de l'Éducation nationale. Je pense qu'il est important de s'y pencher et en tout cas l'agriculture en a bien besoin. Merci. Pour le groupe La République En Marche, la parole est à Madame Noël Rossan pour 2 minutes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La mise en application de la loi Egalim a pour ambition d'améliorer le revenu des producteurs. Force est de constater que les résultats sont, pour l'instant, insuffisants, vous l'avez d'ailleurs fait remarquer, en particulier dans certaines filières. J'aimerais ici aborder le cas de la filière bovine. La mise en œuvre d'une mesure phare de la loi Egalim, à savoir l'inversement de la construction du prix, se heurte au sein de l'interprofession au blocage des industriels et de la distribution. L'objectif qui était de sanctuariser la prise en compte des coûts de production et de ne plus partir de la marge que souhaitent dégager les transformateurs et les distributeurs est manifestement inefficient. Certaines organisations représentant les industriels et la distribution utilisent leur droit de veto afin de bloquer les méthodes de calcul ainsi que la prise en compte des coûts de production. Alors qu'il est confié aux interprofessions le rôle de rédiger des plans de filière, ces méthodes empêchent toute perspective d'amélioration de revenus des producteurs, à l'instar de nombreuses filières. Aucune contrainte n'est prévue dans la loi. L'État ne s'est pas doté de véritables moyens de pression. Monsieur le ministre,
Quels sont les leviers d'action du gouvernement pour motiver les interprofessions à mieux s'organiser au profit du producteur? Comment peut-on remédier à ces blocages pour pouvoir enfin évaluer le potentiel de cette loi Egalim? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Rossan, vous posez une question importante. Les États généraux de l'alimentation ont été un vrai succès. Tout le monde a été autour de la table et les choses, on s'est dit, on va partir, on va faire un nouveau départ. La loi Egalim a donné beaucoup d'espoir. Elle fonctionne globalement bien. Mais pour l'instant, nous sommes en grande difficulté. Le compte n'y est pas pour la rémunération des agriculteurs, notamment toute la partie du titre 1. Pourquoi? Parce qu'il a été demandé dans la loi Egalim, il a été prévu l'inversion de la construction du prix. Ça n'avait jamais été essayé. Ça fait 20 ans qu'on se pose les mêmes questions. Ça fait 20 ans qu'on dit que les agriculteurs ne gagnent pas assez leur vie. Et l'inversion de la construction des prix fait par les filières doivent permettre aux acheteurs de se baser sur cette construction du prix. Aujourd'hui, quand même, on en a déjà parlé ici, les agriculteurs sont les seuls producteurs qui ne fixent pas le prix de leurs produits. Je vends mon lait à la coopérative, mais c'est la coopérative qui me dit combien elle va me donner à la fin du mois. C'est pas moi qui dis combien je vais vendre. Je vends ma viande à la coopérative, c'est pareil. Donc l'inversion de la construction du prix et le fait que les filières, les OP et les filières aient mis en place leurs propres indicateurs, un peu tardivement, mais les aient mis en place, permet d'ores et déjà, dans ces négociations commerciales de cette année, nous nous apercevons que c'est en train de monter parce que c'est fait et aujourd'hui, il faut que les négociations se fassent de façon vertueuse. Mais il y a une particularité qui est celle de la filière bovine, où il y a une interprofession qui est très très longue, où il y a un opérateur qui fait 75% du volume de l'ensemble de cette filière, ce qui est à la fois positif, ce qui est à la fois un sujet positif parce que c'est une entreprise française, une grande entreprise française, un sujet parce que du coup il est en partie, pas en monopole, mais beaucoup. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui on fait beaucoup de steak haché, on fait quasiment plus de la viande maturée. Et c'est comme ça qu'on arrive à un moment à voir qu'à Paris, par exemple, 85% des restaurants ne produisent pas, ne vendent pas de la viande française. Et bien, ce travail que j'ai lancé dernièrement avec toute la restauration hors foyer, avec tous les grands groupes et les restaurateurs, faut qu'il apporte ses fruits. Si ça n'apporte pas ses fruits, ça veut dire que tout le monde ne jouera pas le jeu du patriotisme alimentaire. Madame Rochon. Monsieur le ministre, je vous remercie. Mais je pense que de toute façon, il faut regarder de très près ce problème de la filière bovine, parce que de toute façon, l'élevage, vous l'avez dit tout à l'heure, est un potentiel remarquable, parce que de toute façon, il est recherché justement par les jeunes. Donc c'est quelque chose qui, même si aujourd'hui, il n'y a pas de rémunération suffisante, est reconnu. Mais je pense que du côté de la commercialisation, il faudra bien mettre en face de ce qui fait 75% du marché, il faudra bien mettre en face de lui quelque chose qui puisse au moins le concurrencer ou lui faire remarquer qu'il y a quelqu'un en face de lui. Voilà, merci. Alors, notre collègue Kuckerman n'est pas encore dans l'hémicycle. La parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Si l'action du gouvernement en faveur de l'agriculture est essentielle au niveau national, elle est primordiale au niveau européen. Les années qui arrivent ne feront pas exception. Alors que les négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel se poursuivent avec des points de vue bien différents et que la réforme de la politique agricole commune est également en discussion, l'agriculture constitue un point central où la France doit occuper une place de chef de file. La Commission européenne a présenté en décembre dernier son pacte vert européen où ambition se mêle à réalisation. Nous devrions donc avoir dès mars 2020 la stratégie de la ferme à la fourchette qui sortira au même moment que celle pour la biodiversité ou encore celle sur l'industrie européenne. Autant de sujets que l'Union européenne va devoir gérer en même temps, tout comme le verdissement de la PAC, la neutralité carbone, notre indépendance et sécurité alimentaire, l'aide aux agriculteurs, la lutte contre les pratiques déloyales dans le secteur agricole et la transition énergétique, pour ne citer que ces défis. Mais la liste est bien plus longue. En somme, les questions agricoles sont au cœur des évolutions européennes. Elles sont à la croisée des chemins de bien des stratégies que l'Union européenne souhaite mettre en place. La question agricole est notre futur commun.
Sa transition environnementale et énergétique doit être accompagnée de manière à ce que agriculteurs, consommateurs et entreprises du secteur soient en position de réaliser tous les enjeux auxquels ils font face. Dans ce contexte aux multiples challenges, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser l'action et la position du gouvernement français dans l'articulation indispensable entre la réforme de la PAC, son financement et les exigences principales du nouveau pacte vert européen? Monsieur le ministre. Merci Madame la sénatrice pour votre question très précise. Tout à l'heure, on a évoqué les chiffres, il y a des négociations, on verra ce qui sortira de cette négociation de la PAC. Je suis d'ailleurs pas sûr que ça se termine ce week-end, on peut très bien arriver sur un échec et puis on reprenne cela en mars. En tout cas, la volonté de la France, elle est très claire, c'est d'avoir le niveau EUE 27 en euros courants. C'est absolument indispensable et c'est le mandat que porte le président de la République. Je veux vous dire qu'avec la présidente von der Leyen et la nouvelle commission, avec le New Green Deal, le nouveau pacte vert, justement, comme vous dites, de la ferme à la fourchette, les choses évoluent beaucoup. Le New Green Deal, pour nous, il est en plus de la politique agricole commune. Il n'est pas dans la politique agricole commune. Auquel cas, si c'était à l'intérieur, ce serait un vrai problème. Et là, la position globalement des grands États européens est à peu près claire. Oui au New Green Deal, nous y contribuons, nous y participons, mais en plus. Sur l'évolution de cette politique agricole commune, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure. En fait, bien souvent, on pense que le premier pilier, c'est des aides à l'hectare pour les gros riches, et que le deuxième pilier, c'est l'aménagement territorial. Mais ce n'est pas du tout cela. C'est pas du tout cela. Le premier pilier aujourd'hui, c'est à la fois l'aide indispensable des DPB et l'aide directe aux agriculteurs pour leur maintenir la possibilité de vivre, mais c'est également le verdissement que vous évoquiez. Dans le premier pilier, il y a aussi la transition écologique, la transition agroécologique, et notamment avec les éco-schémas, les éco-schemes qui vont être mis en place. Si c'est 20 ou 30%, ça sera 20 ou 30% de verdissement. Alors effectivement, il va falloir aider plus les entreprises qui vont dans ce sens-là que les autres. Nous verrons comment les choses se passent. Et évidemment, dans le deuxième pilier, dont on pense qu'il est traditionnellement celui du verdissement, mais pas du tout. C'est aussi celui du développement économique. Parce que lorsqu'on fait de la DGA, lorsqu'on fait de l'installation, lorsqu'on aide aux fonciers, lorsqu'on va aider sur le système assurantiel, lorsqu'on intervient sur les aléas, c'est aussi du développement économique. Donc je pense qu'il ne faut jamais séparer à la fois l'économie et le verdissement. Tout doit aller ensemble, n'opposons pas l'un et l'autre. Madame Mélot, il vous reste 37 secondes. Comme vous voulez. Merci, oui. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. Je le répète, l'agriculture est essentielle et les défis sont multiples. Et vous venez de l'expliquer, la réforme de la PAC doit être articulée avec le nouveau pacte vert européen. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe Union centriste. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je tiens à évoquer l'application de l'article 44 de la loi Egalim. Une des lignes forces du discours du Président de la République le 13 février dernier concernant l'action de la France pour la transition écologique a bien été d'insister sur la transition agricole au travers d'une logique et d'une action en faveur d'un renforcement significatif de la qualité de nos modèles tout en préservant notre souveraineté. Cette volonté est clairement énoncée, a cependant été édulcorée, il me semble, par la perspective d'une mise en application qui doivent en même temps satisfaire l'ensemble des parties concernées à l'international comme au niveau européen. Aujourd'hui, nous constatons régulièrement à la fois la mise en place de nouvelles contraintes pour nos agriculteurs et la possibilité pour des produits ne respectant ni nos conditions de production ni le même contrat social de franchir nos frontières. Aussi, cette vision d'ensemble soutenue par le Président de la République ne peut que soulever des inquiétudes. En effet, cela ne signifie-t-il pas une certaine perméabilité à approuver des produits répondant à des normes plus souples, à compromettre au final la santé et la sécurité de tous au profit d'une logique de coopération, notamment en matière de réglementation, qui justement ne sert aucunement notre modèle. Aussi, pouvez-vous nous expliquer clairement la façon dont vous envisagez la qualité de nos modèles et la notion de souveraineté ? Pouvez-vous également nous garantir qu'aucune nouvelle mesure franco-française ne viendra alourdir un peu plus la situation du monde agricole face à des produits qui n'entrent pas dans le modèle que nous défendons ? Enfin, comment abordez-vous l'application concrète de l'article 44 que nous avons introduit dans la loi Egalim,
interdisant la commercialisation de denrées alimentaires ne respectant pas la réglementation européenne. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Kern. Il y a des organisations professionnelles agricoles, des syndicats qui indiquent « n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas ». Eh bien, je fais cette phrase mienne. Et je fais cette phrase pour le gouvernement. N'importons pas une alimentation que nous ne voulons pas. C'est tout le travail que nous menons pour la mise en place de normes équivalentes. D'abord en Europe, évidemment. 95% des importations de la France sont des importations qui viennent d'Europe, des pays, des États membres de l'Union européenne. Et c'est là-dessus le travail que nous devons mener avec les pays du Sud et avec les pays de l'Est pour remettre les normes en place et les équilibres. Et c'est vraiment ce sur quoi nous travaillons. J'évoquais tout à l'heure la convergence externe, mais nous devons aller beaucoup plus loin sur les normes sociales, les normes économiques. Tant que nous ne ferons pas cela, nous n'y arriverons pas, on ne sortira pas. Ça sera toujours moins cher d'acheter de la viande qui vient d'Ukraine, un poulet d'Ukraine, qu'un poulet qui est produit à Loué ou dans les Landes ou à Saint-Sevé. Ça sera toujours le cas. Donc il faut travailler dans cette direction. Donc là-dessus, nous y sommes très favorables. Votre deuxième question portait sur la santé et la réglementation. Franchement, monsieur le sénateur, on peut être fier de notre système de surveillance et de réglementation française. On peut être fier du travail que peut faire la DGL, comme des contrôles qui sont menés par la DGCCRF. Lorsqu'il y avait eu le bœuf qui était rentré polonais, là, en 3 jours, il a été récupéré. Il a été récupéré malgré tout. Et c'est pour ça que la France propose à l'Union européenne de mettre en place on dit ça dans le patois alsacien, une task force européenne pour arriver à faire en sorte qu'au niveau européen, on puisse aller investiguer dans tel ou tel pays, tel ou tel abattoir, telle ou telle entreprise pour le faire. Mais aujourd'hui, les contrôles aux frontières que nous menons, nous le faisons dans le cadre du Brexit, mais tous les contrôles aux frontières que nous faisons fait que, franchement, nous arrivons à contrôler. La troisième question, c'était sur les mesures franco-françaises. Je peux prendre l'engagement, parce que ce n'est pas moi qui prends ces décisions, mais le président de la République a été clair. Pas de nouvelles normes, pas de nouveaux boulets mis au pied de nos agriculteurs. Il faut absolument laisser les choses se faire et donc pas de nouvelles normes. Quant à l'article 44, nous essayons le mieux possible de le faire, mais je pense que ça passe d'abord, et c'est ma position, par rapport à l'équilibre européen. 39 secondes, si vous le souhaitez. Oui, très rapidement, je note votre réponse et vous pouvez être garant de notre vigilance. Et je note, n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. Et je pense que c'est nécessaire de suivre cela. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Jean Bizet, au président Jean Bizet, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je me permettrai d'attirer votre attention, Monsieur le Ministre, sur les difficultés structurelles de la filière viande bovine française. Nous ne pouvons pas nous résigner au constat d'un marasme économique sans fin. Nous le savons, les causes en sont nombreuses. Elles tiennent en particulier au décalage entre l'offre et la demande de viande bovine sur le marché français, à l'absence de stratégie de développement pérenne à l'exportation, au long attentisme de l'interprofession, au statu quo du modèle économique des principaux industriels et distributeurs, mais également, je dois l'avouer, à l'individualisme de nombreux éleveurs. Une partie de la solution à ces problèmes structurels réside au niveau européen. Nous devons faire en sorte que la future PAC prenne en compte l'exception agricole au regard du droit de la concurrence sur le modèle du Capper-Volster Act américain de 1922. Fort heureusement, ces dernières années, nos collègues du Parlement européen sont parvenus à faire bouger les lignes à 2 reprises, avec l'adoption du règlement Omnibus de 2017 d'une part et de la directive d'avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales d'autre part. Pourtant, il nous faut aller encore plus loin en modifiant fondamentalement les dispositions du règlement du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Il conviendrait en quelque sorte de mettre fin à 2 verrous. D'abord, la faible capacité à agir des organisations de producteurs pour améliorer les prix de vente des producteurs et ensuite l'impossibilité pour les autorités françaises d'accroître en solo les incitations financières en faveur des dites OP. Les questions sont claires, Monsieur le Ministre. J'aimerais des réponses claires. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président Bizet, vous avez raison de dire que la filière bovine est sujette à des problèmes structurels qui font que depuis longtemps les choses ne fonctionnent pas. Elle est en train de se prendre en main, elle est en train d'évoluer. Je vais vous y répondre. Mais d'abord, sur le premier sujet que vous avez évoqué, le Président de la République
lorsqu'il a remis les prix d'excellence du concours général agricole au ministère de l'Agriculture il y a de cela un mois, a évoqué pour la première fois l'exception agricole et agroalimentaire française, sur le même titre que l'exception culturelle. Aujourd'hui, la position du président de la République, du gouvernement est claire. On ne peut pas échanger de l'alimentation et des produits agricoles contre des voitures ou contre des fusées. Et donc, dans tous les accords commerciaux internationaux qui sont en cours et peut-être demain qui auront lieu, on ne peut pas mettre l'agroalimentaire et l'alimentation au même titre que le reste. Sans ça, l'agriculture et l'agroalimentaire, l'alimentation seront toujours perdantes. Donc le président de la République, pour la première fois, porte cela. Ça n'a jamais été fait par la France. Et il va en parler, je pense, ce week-end à Bruxelles, porte notre exception alimentaire et notre exception agricole. Et je crois que c'est très important. Et vous avez raison, il faut faire bouger là-dedans. Sur la filière bovine particulièrement. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, sans les aides PAC, sans les aides couplées, sans les ICHN, il y a toute une partie du bassin allaitant qui n'existerait plus. Elle n'existerait plus alors que nous avons des animaux de grande qualité, nous avons un élevage de grande qualité, il faut simplement peut-être le faire muter en fonction de la demande, et vous l'avez très bien dit, l'offre et la demande ne correspondent pas. J'évoquais tout à l'heure les restaurants à Paris ou ailleurs. Aujourd'hui, on a des broutards qui partent en Italie et qui reviennent et ça nous coûte plus cher, etc., alors qu'on pourrait peut-être changer le système. Mais il y a un point surtout sur lequel la filière bovine s'est engagée, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la création d'OP et d'AOP. C'est absolument indispensable. Si on veut la massification, si on veut une meilleure vision, si on veut que la filière bovine se rende compte de ce qui se passe sur le marché, alors qu'il est indispensable d'une meilleure organisation. Elle est en train de le faire. J'ai assisté à leur congrès il y a quelques semaines de cela, et la constitution d'OP et d'AOP doivent leur permettre d'être plus concurrentiels face aux, d'être plus concurrentiels face aux, vous disiez comme ça, d'être plus concurrentiels face aux acheteurs, face aux coopératives pour arriver à avancer. Donc moi, je les soutiens totalement dans cette direction. 49 secondes, si vous le souhaitez, chers collègues. Monsieur le ministre, je prends acte de vos réponses. Je vous signale, si vous voulez, que la Commission des affaires européennes du Sénat va déposer une proposition de résolution sur ce point précis. Elle sera adressée à la Commission des affaires économiques, commission saisie au fond, qui, je dirais, l'amendera assurément, mais elle deviendra résolution du Sénat. Moi, je souhaiterais véritablement que nous puissions vous faire partager à Bruxelles ces orientations, de façon, entre guillemets, que nous puissions permettre aux agriculteurs qui s'engagent dans des OP ou dans des associations d'OP d'avoir une gratification pour ce faire, et deuxièmement, obliger précisément, par différents mécanismes, à avoir une politique d'exportation digne de ce nom, parce que précisément, il y a des marchés qui s'ouvrent, il faut savoir en profiter. La parole est à notre collègue Roland Courteau pour le groupe socialiste et républicain. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Oui, les ventes, Monsieur le Ministre, françaises de vin ont diminué en volume et en valeur sur le marché américain, avec parfois l'annulation de certains marchés ou leur maintien, mais à perte. Or, les taxes à 25% représentent 250 millions de pertes. Et si ce marché disparaît, la perte totale sera de 1 milliard d'euros. Des négociations pour stopper les taxes s'imposent donc au plus vite. Mais dans cette attente, il faut que nos entreprises puissent tenir le choc. Et pour ce faire, des mesures de soutien doivent être prises rapidement, genre fonds de compensation. Le deuxième problème concerne le Royaume-Uni, avec un marché de 1,2 milliard pour nos vins et spiritueux. Et sur ce point, un accord est vivement souhaité, afin de préserver les flux, la logistique et les accords de protection de nos IG. Enfin, il nous faut continuer à ouvrir le marché chinois en négociant des accords éliminant les barrières aux échanges et protégeant nos indications géographiques. Un autre problème, Monsieur le Ministre, mérite d'être signalé. C'est l'ordonnance qui a été publiée dans le cadre de l'article 11 de la loi Egalim. La coopération agricole considère que cette ordonnance détricote le statut coopératif, dès lors que celle-ci se trouve banalisée comme un opérateur économique commercial sans prise en compte de sa spécificité. Cette ordonnance ne va-t-elle pas à l'encontre de toutes les valeurs de la coopération, Monsieur le Ministre? Enfin, une autre question porte sur la coexistence ou non, sur un même foncier, de qualité agronomique médiocre, de primes PAC classiques et de revenus tirés d'une activité photovoltaïque, par exemple. C'est un projet qui est cher à Franck Montaugé, qui consiste à utiliser l'ombre des panneaux photovoltaïques et à la répartir de manière à permettre la culture de plantes aromatiques médicinales, par exemple. Alors, quelle est votre réponse, Monsieur le Ministre, sur cet autre point? Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 38.
Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Courteau, à vos 5 questions, je ne sais pas si je vais avoir le temps en 2 minutes d'y répondre, je vais aller le plus vite possible. Sur les taxes US, évidemment, nous sommes en première ligne. J'ai eu l'occasion d'avoir une rencontre en tête-à-tête avec Sonny Perdue, le secrétaire d'État américain à l'agriculture, pour lui dire la position de la France. La position de la France, elle est claire. Nous reconnaissons que les États-Unis d'Amérique ont le droit de mettre des taxes s'ils le souhaitent. Nous pensons que ce n'est pas acceptable pour nous et que les viticulteurs sont les victimes. Ils ne peuvent pas être les dégâts collatéraux d'un accord économique, nous en parlons tout à l'heure, entre Boeing et Airbus. C'est la raison pour laquelle nous faisons 3 choses. Premièrement, nous négocions, et Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, pour stopper ces taxes, faire stopper ces taxes. C'est le premier point. Deuxième point, nous demandons à l'Union européenne, c'est ce que va faire le président de la République ce week-end, un fonds de compensation direct, d'aide directe aux entreprises viticoles. Ce n'est pas 200 et quelques millions, c'est plus de 300 millions. Hein. C'est plus de 300 millions le montant. Et nous demandons une aide de compensation directe. Troisièmement, et nous avons obtenu de Phil Hogan et du nouveau commissaire, le fait de nous aider sur de la communication sur de nouveaux marchés, des marchés tiers, des pays tiers, et là nous y allons. Donc l'arrêt des taxes, je ne pense pas qu'on l'obtienne de suite. Le fonds de compensation, il faut l'obtenir de suite. Sans ça, on peut avoir des entreprises viticoles qui disparaissent. Nous le savons très bien. 300 millions, nous demandons. 300 millions d'euros, c'est le montant que nous voyons sur l'ensemble de ces taxes. Deuxièmement, deuxième et troisième, la Chine et le Royaume-Uni. Il n'y a qu'une chose qui peut nous sauver et nous aider, c'est la reconnaissance d'indications géographiques. Et ce que nous avons obtenu lors de la dernière visite du chef de l'État en Chine, c'est que la Chine reconnaisse les IGP. La contrefaçon, c'est fini avec la Chine. Et ça va beaucoup nous aider et c'est quelque chose de très fort. Quatrièmement, l'ordonnance article 11 du statut coopératif, le gouvernement est favorable au statut de la coopération. Ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit que cette ordonnance a été prise. La coopération agricole est allée au tribunal administratif. Nous verrons bien ce que dira le tribunal administratif. Et quant à la cohabitation avec les panneaux photovoltaïques et autres, nous sommes favorables aux panneaux photovoltaïques, mais pas en plein champ. Sur les toits des bâtiments, oui. Des panneaux photovoltaïques en plein champ agricole, non. 36 secondes, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci pour votre réponse, Monsieur le Ministre, et pour les précisions apportées. Sur la viticulture, écoutez, la France reste, selon une étude Sopexa, le pays de vin par excellence, et c'est elle qui bénéficie de la meilleure image dans le monde. Et c'est pourquoi ces nuages qui obscurcissent l'horizon du vin français doivent être dissipés sans attendre. Et dans le cas des USA et du Royaume-Uni, nul ne peut le faire à votre place. Cela dit, nous savons tout ce que rapporte la viticulture française en termes d'emploi et en termes d'excédent pour notre balance commerciale. Donc il faut vraiment faire le maximum, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le 5 février dernier, la Commission des finances du Sénat a donné son accord à la publication d'un rapport sur les financements publics apportés à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est une activité majeure désormais dont l'importance va croissant. Elle représente une opportunité économique pour les agriculteurs et répond par ailleurs à des attentes sociétales très fortes. Les pouvoirs publics lui ont fixé des objectifs contenus dans le programme Ambition Bio 2022. Il se résume en 2 chiffres. 15% de la surface agricole utile devra être convertie en bio en 2022 et la part du bio dans la restauration collective devra atteindre 20%. Or, si on se réfère à l'évolution de la conversion des terres, ce n'est pas avant 2026 que cet objectif de 15% de la SAU en bio sera atteint. Dans le même temps, la France importe 30% des produits bio qu'elle consomme. Le moment est donc venu de clarifier un certain nombre de points et de lever quelques freins. La question des moyens budgétaires de soutien aux agriculteurs bio est à remettre à plat. Aujourd'hui, tout ou presque passe par l'Europe, les régions, voire les agences de l'eau. Ces aides sont dispersées et mettent trop de temps à atteindre les bénéficiaires. En second lieu, il faut garantir la sincérité des produits bio entrant en France. La confiance du consommateur, donc la fiabilité et la pérennité de la filière, passe par un renforcement des contrôles de la DGCCRF, dont les moyens doivent être adaptés. L'État doit dire comment il compte soutenir les opérateurs agissant en son nom, l'INAO et l'Agence Bio, et quels moyens il compte mettre en œuvre afin que s'assurer de l'accomplissement des missions qui sont confiées à ces opérateurs. Monsieur le ministre. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Je n'ai pas tout à fait fini. Je vous en prie, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. La situation de l'Institut technique de l'agriculture biologique, l'ITAB, est fragile. Or, son rôle est stratégique en matière de recherche et de développement. Quels moyens seront mis en place afin d'accompagner la recherche? Voici, Monsieur le Ministre, mes questions.
Quelles sont les perspectives dressées par le gouvernement à l'égard de l'agriculture bio et de son développement? Merci, Monsieur le ministre, cette fois-ci, c'est à vous. Monsieur le sénateur Botrel, vous le savez, je suis avec toujours beaucoup d'attention les travaux du Sénat. Et j'ai été interloqué par le rapport que vous avez rendu au nom de la Commission des finances avec un de vos collègues. Je pense que ce rapport est à la fois partisan, subjectif et inscrit à l'intérieur une dizaine de fake news, comme on dit aujourd'hui. Je suis au regret de vous le dire, surtout que je n'aime pas polémiquer, je connais votre exigence intellectuelle. Ce rapport m'a beaucoup choqué. Il n'y a à l'intérieur la plupart que des contre-vérités sur la réalité du bio en France. Je ne peux pas vous répondre à tout cet après-midi, mais je suis prêt, si vous m'invitez à la Commission des finances ou si vous voulez venir au ministère de l'Agriculture, vous dire quelles sont la dizaine d'erreurs que vous avez commises dans votre rapport. J'espère que ce sont des erreurs et ce ne sont pas des erreurs volontaires, parce que je ne crois pas que le niveau du travail que vous accomplissez vous-même et votre collègue et à la Commission des finances, il en soit ainsi. Aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, l'État apporte 99% de financement des aides à la bio. De même que sur les aides à la conversion, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas passé de 5 ans à 3 ans, mais c'est toujours 5 ans. Donc il y a des moments où, des fois, je me demande comment on sort un rapport qui met à mal l'agriculture biologique dans son ensemble, qui met à mal la filière bio, de même que sur l'ITAB, ce que vous dites sur l'ITAB est en difficulté, ça n'amène rien, ça n'a aucune conséquence sur le travail sur le bio dans son ensemble. Regardons les chiffres. Aujourd'hui, vous dites qu'on n'arrivera jamais à la surface en bio. Mais je ne crois pas que ce soit réel ce que vous dites. Il y a eu 6 000 conversions en bio l'année dernière. On est à 7,5% de la SAU. Et on a encore 5 ou 6 ans pour y arriver. Il y a déjà au premier trimestre autant de conversions en bio que dans toute l'année dernière. Donc c'est non, 2025, c'est la raison pour laquelle nous avons encore toutes les possibilités pour y arriver. Donc l'objectif, je ne sais pas si on en sera à 15, à 13, à 12 ou à 16, aucune importance. Ce qui compte, c'est la trajectoire. La trajectoire, aujourd'hui, elle est en place. L'ITAB est en difficulté. Le premier financeur de l'ITAB, c'est l'État. On a mis encore 1 million d'euros pour y aller. Dans le COP des chambres d'agriculture sur lequel nous travaillons, il y aura un gros travail dans ce domaine-là. Donc je suis au regret de vous dire que ce que vous avez écrit n'est pas la vérité et je suis prêt à venir soit en commission des finances, soit en parler avec vous, soit confronter nos chiffres, parce qu'il n'y a rien de pire que de partir sur de mauvais chiffres. Alors, la parole est maintenant à notre collègue Michel Raison pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la transition, qu'elle soit technologique ou écologique en agriculture, est une spécialité depuis des décennies et des décennies. Pour ce faire, les agriculteurs ont toujours su s'organiser. Les pouvoirs publics ont également mis en matière de recherche, en matière d'innovation, des fonds importants, les conseils régionaux aussi. Et dans leur capacité à s'organiser, les agriculteurs avaient mis en place une association nationale de développement agricole, ça s'appelait l'ANDA, qui à l'époque était financée par des taxes uniquement des céréaliers dans le cadre d'une solidarité entre les professions les plus riches et les moins riches. Aujourd'hui, c'est devenu la taxe CASDAR. Mais c'est une taxe qui ressemble étrangement à une cotisation. Cette taxe est collectée à hauteur plafonnée par la loi de finances 2019 de 136 millions d'euros. On en a collecté pas loin de 140 millions. Comme Bercy est spécialisé dans les hold-up des différentes chambres de commerce et des différents fonds qui ne leur appartiennent pas, il prévoit assez facilement de prélever ces 7 millions d'euros pour réintégrer dans le budget de l'État. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous ne défendez pas cette thèse. Mais ce que je souhaiterais savoir, c'est où vous en êtes dans les négociations avec Bercy et où en est l'arbitrage du Premier ministre. Parce que ces fonds servent à financer des actions, que ce soit dans les instituts techniques, qui concernent aussi bien les animaux que les productions végétales, et servent aussi à financer des actions dans les chambres d'agriculture. Et plus que jamais, elles en ont besoin. Et quand on sait que votre gouvernement voulait également leur réduire leurs recettes en matière d'impôts au niveau des chambres d'agriculture, et que maintenant on apprend que ce qui peut être mis en réserve, parce que forcément c'est une taxe sur le chiffre d'affaires, c'est fluctuant, ça peut être moins cette année, c'était moins en 2018, donc pourquoi Bercy voudrait
faire ce hold-up sur ces 7 millions d'euros. Donc où en êtes-vous, Monsieur le ministre, dans ces négociations? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur, raison. Le CASDAR a été sanctuarisé à 136 millions d'euros, nous l'avons maintenu. Parallèlement, il y a un groupe de travail qui est mis en place avec les OPA, l'ACTA, la PCA, les ENVAR et l'État pour travailler sur une évolution du CASDAR. Nous sommes, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle sera cette évolution, mais nous sommes d'accord pour dire qu'aujourd'hui le CASDAR a vécu, il joue son rôle, mais enfin il faut le faire évoluer. Il faut faire évoluer et plus flexible, parce que le financement des associations qui sont renouvelées d'année en année ne va pas forcément dans la bonne direction. Donc je voulais vous dire en introduction que nous avons lancé cette réflexion. Ce n'est pas le ministère qui est au cœur, qui pilote cela, ce sont vraiment les instituts, les associations et les OPA, pour voir ce que nous pourrions faire demain du CASDAR. Le CASDAR joue un rôle essentiel pour le développement rural, il est important, mais il finance des choux et des carottes, il finance des syndicats, des associations, etc. Je pense qu'on a besoin de mieux préciser les choses. Sur les 136 millions passés à 140 millions, si on regarde purement juridiquement, lorsque l'on paye des impôts, lorsque l'on finance quelque chose, les taxes, elles ne sont pas affectées. Donc elles vont dans le budget de l'État, et puis il se trouve qu'elles reviennent dans le budget du CASDAR. Quand c'est un peu moins dans les cantons, là effectivement j'ai rencontré la PCA, les syndicats qui disent nous les paysans ont cotisé, et cette cotisation, plutôt que de revenir directement chez nous, elle va à Bercy dans le budget général. Alors, on peut dire qu'elle peut revenir dans le cadre du budget agricole par la fiscalité, etc. Mais ce n'est pas le cas. Donc nous, évidemment, le ministère de l'Agriculture, nous avons dit à Bercy, faut que ça revienne ici, parce que c'est la moindre des choses. Je ne suis pas sûr que nous y arrivions cette année, parce que les choses sont faites et parce qu'elle s'est rentrée dans la caisse générale. C'est pour ça que nous voulons travailler sur la réforme du CASDAR. Mais il n'empêche que nous sommes en discussion avec le monde agricole et nous-mêmes, avec Bercy, avec le Premier ministre, pour voir comment, lorsqu'il y a des taxes qui sont comme cela, entre guillemets, affectées, cotisations des agriculteurs, ça revienne à l'origine et ça ne parte pas ailleurs. Mais les textes aujourd'hui, les textes financiers font que ça rentre dans le cadre général. C'est pour ça que je pense qu'il est urgent de rénover le CASDAR afin d'assurer le montant payé par les agriculteurs qui reviennent aux agriculteurs. La parole est à Madame Laure Darcos. Eh non, vous étiez au-delà des 2 minutes, chers collègues. Eh oui. C'est le compteur qui a compté, je ne fais que le regarder. La parole est à Mme Laure Darcos pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la délégation aux droits des femmes réalise actuellement un travail de fond sur les spécificités des retraites des femmes. Thème qui donnera lieu à une publication d'un rapport que je présenterai avec mes collègues Laurence Cohen, Françoise Laborde et Michel Meunier. À l'heure où le Parlement commence à débattre du projet du gouvernement, j'imagine que vous allez me retoquer en me disant qu'il faudra attendre le débat sur les retraites pour pouvoir parler des retraites spécifiques des agricultrices. Enfin, j'anticipe peut-être votre réponse. Je voudrais rappeler quand même que ces retraites est un sujet qui revêt une importance particulière pour le Sénat. La délégation en avait fait état dans un rapport très étoffé en 2017. Selon les informations transmises il y a 3 ans par votre ministère à la délégation, seuls 31% des agriculteurs et agricultrices totalisaient une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres, soit 37 années et demie. Avec la mise en place d'un système universel à points et l'obligation d'avoir accompli une carrière complète, ne va-t-on pas aggraver encore la faiblesse des retraites agricoles et singulièrement celle des agricultrices ? Nous ne pouvons pas en effet ignorer que les agricultrices embrassent cette profession souvent plus tardivement que les hommes. Un autre sujet d'importance est celui de la liquidation des pensions. Lorsque nos collègues de la délégation ont publié leur rapport sur les agricultrices en juillet 2017, une réforme venait d'entrer en vigueur, la liquidation unique des retraites des régimes alignés. Il s'agissait alors de simplifier la liquidation des pensions de retraite pour les polypensionnés et de permettre aux assurés des régimes alignés de liquider l'ensemble de leur retraite de base en s'adressant au dernier régime d'affiliation pour obtenir un paiement mensuel unique de leur pension. Dans son rapport, la délégation avait toutefois exprimé la crainte que cette réforme se traduise par une baisse des retraites pour certaines agricultrices relativement nombreuses parmi les personnes polypensionnées. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ? Pouvez-vous également nous indiquer ce qu'il adviendra de cette liquidation unique avec le système à points ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente Darcos, la question que vous posez, je vais vous y répondre. Je ne vais pas renvoyer à je ne sais pas quoi, je vais vous y répondre. D'abord pour dire que le régime universel qui va être mis en place aujourd'hui à Point est très favorable à l'agriculture.
Évidemment, il y aura des cotisations supérieures, mais vous avez remarqué, c'est le seul secteur qui n'a pas bougé, à part une organisation syndicale qui est opposée à la réforme des retraites. La plupart des organisations syndicales, dont la plus importante, y est favorable. Vous allez venir, que vous partez de tellement bas qu'il faut venir, mais enfin, c'est la seule qui va y bénéficier, et notamment pour les chefs d'exploitation. Donc ça, j'ai absolument rien à dire là-dessus, c'est que positif. Nous savons très bien qu'il y a un problème aujourd'hui, ce que les technocrates appellent de stock, mais des retraités actuels. Et aujourd'hui, il y a 3 catégories dans notre pays où les retraites sont vraiment très 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 basses. Après, il y a des cas particuliers d'accidents de la vie, mais les 3 catégories où les retraites sont très 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 basses, c'est l'agriculture, c'est l'artisanat et le commerce. Donc ça, c'est une réalité. Pour des raisons différentes. Et je ne vais pas m'appuyer sur des raisons différentes. Mais particulièrement celle de l'agriculture. Aussi, nous travaillons beaucoup avec mes interlocuteurs agricoles pour voir comment nous pourrions prendre en compte les retraités actuels. Et dans les difficultés que nous voyons pour avoir beaucoup travaillé sur les sujets, c'est pas tant sur les chefs d'exploitation, où c'est le pire entre guillemets, je ne sais pas si je peux dire pire à des gens qui ont des très faibles retraites, mais c'est sur les femmes. C'est sur le statut de conjointe collaboratrice. Et ça ne peut pas rester comme cela. Et moi, j'ai pris l'engagement de travailler là-dessus pour trouver une solution. Parce que demain, tout cela sera réglé par la liquidation des pensions avec le système universel, mais il y a aujourd'hui des femmes qui ont travaillé toute leur vie à la ferme avec leur mari, qui n'ont jamais été payées, jamais cotisé, mais qui aujourd'hui, souvent, sont veuves, parce que les hommes, globalement, partent plus tôt que leurs épouses et se retrouvent avec des pensions de misère, ne peuvent plus rester à la ferme, sont des logements en centre-bourg, etc. Donc j'ai pris l'engagement de travailler sur ce sujet. Je sais qu'à l'Assemblée, il y a un groupe de travail, je sais que vous y travaillez. Le Premier ministre a demandé un rapport pour savoir quelles mesures pourraient être prises assez vite sur le sujet particulier des retraités agricoles, artisanaux et commerciaux actuels, mais notamment, ce qui est le plus criant, c'est la situation des femmes, des conjoints de collaborateurs. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément comment les choses sont arrivées, mais ce que je peux vous répondre très sincèrement, c'est que nous y travaillons et que je souhaite que nous trouvions une solution pour les personnes que vous défendez. Merci. 43 secondes, chers collègues. Merci. Monsieur le ministre, je vous remercie en tout cas pour votre réponse qui, en effet, a l'accent de la sincérité et en tout cas, vous m'avez répondu précisément. Au-delà de leur retraite, vous savez bien que les agricultrices souhaitent une seule chose, c'est enfin obtenir un vrai statut social. Et 85% du SMIC, c'est finalement pas une grande revendication. Et je m'adresse à nos 2 collègues communistes qui sont dans l'hémicycle. Il y a 2 ans, on a failli voter, on aurait pu voter déjà en tout cas ce premier stade de ces 85% du SMIC. Et on n'a pas voté, non, parce que figure-toi qu'on avait eu justement un problème avec le gouvernement. Et donc voilà, monsieur le ministre, nous sommes à votre disposition pour en effet améliorer ça et ne pas attendre la fin des discussions sur les retraites. Merci. Toujours pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Antoine Lefèvre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À quelques heures de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, occasion de mettre à l'honneur ce beau métier que celui de nourrir nos concitoyens et qui demande entre 50 et 70 heures de travail par semaine, je voudrais focaliser mon intervention sur l'agribashing évoqué par Laurent Duplomb tout à l'heure et par certains autres orateurs. Cette attaque en règle de notre agriculture et de la ruralité qui prend la forme de harcèlement permanent envers nos agriculteurs, que ce soit de la part de mouvements extrémistes, véganes ou des faucheurs volontaires. Ceux-ci mènent des campagnes d'intimidation inacceptables sous forme d'actions violentes à l'encontre de certaines professions, comme les bouchers, mais aussi les agriculteurs, qu'ils soient éleveurs ou céréaliers. Ces 6 derniers mois, ce ne sont pas moins de 60 interventions malveillantes dans les fermes qui ont été constatées. Parallèlement, les fermiers se voient régulièrement cambriolés, que ce soit du fioul, des capteurs GPS, encore ce week-end dernier près de chez moi dans le département de l'Aisne, de matériel, de véhicules agricoles et encore du bétail. Récemment, dans la Marne, un éleveur, parce que déjà cambriolé plus de 40 fois depuis 2015, a grièvement blessé au fusil le dernier cambrioleur. C'est un contexte particulièrement anxiogène et c'est en partie une des raisons, en plus de celles évoquées par tous mes collègues, pour lesquelles les exploitants et salariés agricoles ont un risque plus élevé de décès par suicide que l'ensemble de la population, 1 par jour, je le rappelle, et ce depuis plusieurs années. Monsieur le ministre, voici ma question. En collaboration avec les syndicats agricoles et également tout récemment, le 14 janvier dans mon département de l'Aisne, les pouvoirs publics ont installé les observatoires et cellules dites d'émetteurs, que vous avez évoquées, monsieur le ministre, pour recenser et lutter à la fois contre l'agribashing, mais aussi contre ces délinquances. Ma question est celle-ci, auront-elles les moyens et les effectifs suffisants pour mener à bien cette mission ?
De plus, le 7 janvier, une réunion à la Chancellerie a évoqué les sanctions vers les auteurs de ces actes et la nécessaire évolution du droit qui prendrait en compte la spécificité du monde agricole, telle la création d'une circonstance aggravante en cas d'intrusion eu égard à la violation des normes sanitaires et des règles de biosécurité applicables. Ici, le 1er octobre, la proposition de loi sur le délit d'entrave a été votée et transmise à l'Assemblée nationale et depuis, plus rien. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, où vous en êtes de cette réflexion, car cette proposition de loi sur le délit d'entrave serait un véhicule législatif approprié pour répondre à ces problèmes d'intrusion. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Lefebvre, vous évoquez une situation qui vraiment empoisonne la vie de tous les jours de nos agriculteurs. C'est ce dénigrement permanent, cet agribashing que l'on évoquait, ces intrusions pas incessantes, mais enfin régulières. On a même vu, il y a de cela quelques temps, des gens d'une association qui sont venus accompagnés d'une télévision de service public au même moment pour filmer ce qui était en train de se faire. C'est inacceptable. Je vous le dis tranquillement, c'est inacceptable. Et le gouvernement est là pour défendre le monde agricole. Nous avons fait plusieurs choses, vous l'avez dit. Je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai créé, il y a de cela maintenant quasiment un an, les cellules j'ai demandé que les préfets puissent créer les cellules départementales de lutte contre l'agribashing, où on met tout le monde autour de la table, les syndicats agricoles, les chambres évidemment, mais la gendarmerie, la police, etc. Il faut se bagarrer là-dessus. La cellule Déméter qui a été mise en place par le ministre de l'Intérieur fonctionne. Il est allé sur le terrain avec Madame Lambert pour la mettre en place officiellement en Bretagne. C'est pas un problème de moyens. C'est pas un problème de moyens. Nous devons travailler sur deux choses. Un, lorsque il y a une intrusion dans mon élevage, je vais à la gendarmerie. La gendarmerie ne doit pas me dire ne portez pas plainte, on va faire une main courante, de toute façon on ne trouvera jamais... Non, on porte plainte systématiquement. C'est absolument indispensable. C'est comme ça qu'on doit... Et après, il faut que l'enquête se fasse et qu'il y ait la sanction, évidemment. Et le deuxième sujet qui est un peu compliqué, c'est le fait qu'on dit qu'il y a une intrusion. Enfin, quand on connaît le monde agricole et le monde de l'élevage, souvent il n'y a pas d'intrusion. Parce qu'il n'y a pas de portail pour entrer dans une ferme. Non, mais attendez. Non mais attendez, ce qui nous remonte beaucoup du monde agricole, c'est que bien souvent, les poulaillers sont fermés évidemment. Je suis allé dans l'Orne soutenir le petit jeune qui s'est fait brûler ses 3 poulaillers, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Mais souvent il manque ce délit d'intrusion parce qu'il n'y a pas un portail cassé, il n'y a pas une chaîne cassée, etc. Donc il faut faire bouger cela. Vous avez travaillé sur le délit d'entrave, il faut faire bouger cela afin que toute intrusion dans un élevage puisse être condamné, parce que c'est absolument indispensable. C'est souvent fait par des activistes, c'est fait par une minorité de gens, mais nous ne pouvons pas le tolérer. Tout à l'heure était évoqué, non c'était ce matin alors, le bien-être animal, mais le bien-être de l'éleveur, moi, il m'intéresse tout autant que le bien-être animal. Le bien-être animal, c'est important, le bien-être de l'éleveur, c'est essentiel. Toujours pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Louis-Jean de Nicolai. Merci, monsieur le ministre. Si nous adhérons pleinement et saluons avec les égards qu'elle mérite la transition agricole dans laquelle s'inscrit le président de la République au travers d'une logique et d'une action en faveur d'un renforcement significatif de la qualité de nos modèles, tout en préservant l'environnement, il ne faut pas que cela se traduise par un environnement économique dégradé pour nos agriculteurs, qui en subissent déjà trop et qui ne peuvent absorber sans cesse de nouveaux ajustements. Vous l'avez déjà peut-être entendu cet après-midi, et mon intervention portera donc sur 2 volets, Monsieur le ministre. D'abord, en premier lieu, et concernant l'impact économique de ces zones de non-traitement, puisqu'aucune évaluation n'a été fournie, et donc pouvez-vous nous garantir que leur mise en place ne se traduira pas par de nouvelles charges, et le cas échéant, quelles mesures concrètes de compensation financière des éventuels surcoûts prévoyez-vous ? Pouvons-nous compter sur des mesures d'accompagnement telles qu'un plan global d'investissement dans du matériel adéquat, dans la durée et pour toutes les filières? Et en second lieu, cette réglementation des zones de non-traitement au 1er janvier 2020 s'analyse indubitablement comme un mauvais signal envers les agriculteurs qui doivent encore et toujours s'adapter malgré l'amélioration continue de leurs pratiques. Il faut garantir la stabilité des espaces agricoles. Bientôt, ce ne seront plus seulement les zones de riverains à prendre en compte, mais pourquoi pas toutes les routes pour protéger les passants. Aussi, pouvez-vous nous garantir que l'implantation de ces zones de non-traitement se fera sans consommation supplémentaire de foncier agricole et, le cas échéant, que les aménageurs incluent sur l'emprise de chaque projet l'implantation de telles zones? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, nous avons déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises, mais je vais vous dire un point très important que vous avez posé dans la première partie de votre question. C'est un sujet que j'évoque régulièrement. La transition agroécologique ne doit pas se faire en opposition au modèle économique.
Et toute décision qui doit être prise doit prendre en compte le modèle économique des exploitations. Parce qu'on peut prendre des bonnes décisions les uns les autres, dire il faut faire ceci, il faut faire cela, mais ce qui compte d'abord, c'est la viabilité de l'exploitation. Et vous avez eu raison de le dire en introduction de votre question, c'est pour dire que je suis totalement d'accord avec vous. Je mettrai toujours l'économie au même niveau que les transitions qui doivent être prises. Après, vous évoquez un deuxième sujet, moi, qui me tient à cœur et sur lequel nous sommes en train beaucoup de travailler, c'est sur un plan d'investissement d'agroéquipement, en gros. Aujourd'hui, on voit très bien que la France a été condamnée par le Conseil, le Conseil d'État a demandé de faire différemment, on a mis en place ces zones de non-traitement. Mais moi, je pense que le mieux est l'ennemi du bien. Aujourd'hui, nous savons qu'avec des bus antidérives, avec un nouveau matériel d'agroéquipement, avec des nouveaux pulvérisateurs, je ne sais trop, je ne suis pas technicien, on peut utiliser 70-80% de produits phytosanitaires en moins parce qu'on va mettre la goutte au bon endroit, etc. Il y a deux réponses à cela. Soit on se dit, je finance de l'agroéquipement, donc je suis pour le modèle productiviste, on va continuer à utiliser des produits, etc. Ou alors, je finance des agroéquipements. Comment ? Oui, je finance l'agroéquipement parce que je vais dépenser 80% de produits en moins. Mais moi, je suis pour la deuxième solution. Parce que c'est comme ça qu'il faut travailler. Il n'empêche pas qu'il faut avancer sur la transition, la fin de la dépendance aux produits sanitaires, etc. Mais le gouvernement travaille là-dessus. Et dans le cadre du grand plan d'investissement, troisième question que vous évoquiez, je souhaite qu'il ait la possibilité de pouvoir faire ces investissements. Or, malheureusement, aujourd'hui, le montant d'un investissement de ce nouveau matériel est difficilement achetable par des... Donc nous travaillons à cela parce que c'est vraiment très important. Et quatrièmement, par rapport à votre question, évidemment, j'ai dit tout à l'heure au sénateur Laurent, évidemment que nous travaillons sur une indemnisation. Alors, est-ce que, question, je vais vous parler franchement, est-ce que ça va coûter zéro aux agriculteurs? Non, ça ne va pas coûter zéro. Bon, je ne vais pas vous raconter des casques, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous allons trouver un financement pour faire en sorte que les agriculteurs soient compensés dans leurs zones de non-traite, des zones qui ne traiteront plus. Pardon. 55 secondes, non. Dernier orateur inscrit, en l'occurrence une oratrice pour le groupe communiste républicain citoyen écologie, Madame Cécile Cukierman. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, désolé pour le retard tout à l'heure. Monsieur le Ministre, vous nous l'avez dit à plusieurs reprises, vous voulez améliorer le quotidien de nos agriculteurs et j'ai envie de vous dire, le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Les comptes ne sont pas bons puisqu'en décembre 2019, les prix à la production de l'ensemble des produits agricoles sont en baisse de 0,4%, alors que les prix à la consommation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées augmentent de 2,1%. De façon plus générale, la faiblesse des revenus agricoles s'observe dans bon nombre de filières, je n'y reviens pas. À ce propos, la Commission des comptes de l'agriculture de la Nation a publié le 10 janvier dernier les résultats des exploitations agricoles avec une baisse de 11% du résultat net. La loi Egalim ne rééquilibre pas les relations commerciales, force est de le constater. Cette loi laisse même un goût amer aux paysans et elle ne donne pas de perspective en termes de prix. Les parlementaires que nous sommes ne cessent d'ailleurs d'examiner des PPL les unes après les autres pour modifier les lois Egalim, pour corriger ce qui n'a pas fonctionné. Preuve, s'il en fallait aujourd'hui, que cette loi n'est pas la solution et que nous ne pouvons en rester en l'état. Alors, Monsieur le Ministre, ma question sera simple. Quand le gouvernement compte-t-il enfin se mettre au travail pour redonner de la dignité à une profession toujours plus précaire? Les agriculteurs de notre pays attendent des réponses. À l'heure où s'ouvre le salon de l'agriculture, censé promouvoir notre agriculture, le savoir-faire de ces femmes et de ces hommes qui ont une mission d'intérêt public, celle de nourrir l'ensemble de nos concitoyens. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice. Soyons fiers de notre agriculture, soyons fiers de notre alimentation, soyons fiers de nos agriculteurs. Arrêtons de toujours parler négativement de l'agriculture et des agriculteurs. Le salon de l'agriculture va s'ouvrir, ça va être une formidable vitrine. Et les agriculteurs qui souffrent, qui gagnent mal leur vie, vont quand même être là, vont prendre sur leur argent pour être là, pour présenter leurs animaux, pour présenter leur production. Et je pense que c'est toujours un bon moment pour montrer, ça sera ça aussi un des enjeux, c'est toujours ça un des enjeux du salon de l'agriculture, pour montrer aux Parisiens, aux habitants de l'Île-de-France et autres, ce que c'est la vraie alimentation, ce que c'est le vrai élevage. On parlait tout à l'heure du bien-être animal, du bien-être de l'éleveur. Mais aujourd'hui, il y a plus de mal-être d'éleveurs que de mal-être d'animal, bien souvent, dans les élevages. Parce que les chefs d'exploitation et les éleveurs sont en grande difficulté. Alors la loi Egalim n'est pas la réponse.
je suis d'accord avec vous, mais c'est une des réponses. C'est une des réponses pour réguler les choses. Et je vous assure, Madame la sénatrice, vous connaissez très bien le monde agricole dans votre département, mais l'inversion de la construction du prix fait bouger les choses. Est-ce que ça le fait assez bouger? Non, je me suis déjà exprimé là-dessus. Est-ce que ça va assez vite? Non, le compte n'y est pas, mais ça fait bouger les choses. Ça l'a fait beaucoup dans le lait. C'est en train de bouger un peu dans la viande. Cette année, on a la difficulté dans les produits transformés, avec les céréales, avec le prix du sucre, etc. Mais les choses avancent. Nous sommes au bout de la négociation commerciale qui va s'arrêter le 1er mars. Le salon, c'est toujours un accélérateur de négociation. Aujourd'hui, beaucoup de contrats sont déjà signés. On l'a vu un peu dans la presse. Et puis, nous avons décidé collectivement, enfin, ils ont décidé collectivement de ne plus communiquer sur les contrats signés entre l'amont et l'aval parce que ça pouvait déréguler un peu le marché. C'est quand même du commerce et du commerce libre et non faussé. Mais je crois qu'il y a des évolutions. Est-ce qu'il faut améliorer cette loi Egalim? Vraisemblablement. Nous sommes venus, moi je suis venu à plusieurs reprises ici pour parler de ce texte. Il y a des choses qui ont été avancées. Est-ce qu'on doit revenir sur le SRP? Est-ce qu'on doit revenir sur tout un tas de choses? On verra bien. Ça me permet de répondre, en répondant à votre question Egalim, de répondre à l'interrogation de monsieur Duplon sur la prolongation dans la loi ASAP de l'expérimentation. Pourquoi ça a été mis en place, cette prolongation de l'expérimentation? Parce que si nous ne mettions pas cela, ça veut dire qu'à la fin de la deuxième année, c'est terminé. Donc nous prenons un filet de sécurité et on verra bien comment les choses se passeront. Mais je préfère qu'il y ait un filet de sécurité pour l'expérimentation et puis nous verrons bien. Vous connaissez ma position, je ne vais pas la rappeler là parce que je suis tapé sur les doigts, mais vous connaissez ma position. Bon, donc je le redirai le moment venu. Mais voilà, donc la loi Egalim peut-être est une des réponses au mal-être et à un revenu qui doit s'améliorer. Madame Cukierman, vous disposez de 57 secondes. Monsieur le ministre, je crois qu'on peut être fier de notre agriculture, faire fier de notre agriculteur et justement avoir l'ambition que de par cette fierté, il puisse en vivre et en vivre dignement. Quand à la fin de votre réponse, j'ai envie de dire, vous prenez la réplique qui eût pu être la mienne, mais justement, force est de constater, parce que ce n'est pas suffisant, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de se laisser un filet de quelques mois supplémentaires, de prendre les mesures, d'agir, parce qu'effectivement, mois après mois, ce sont aussi des familles pour qui c'est de plus en plus difficile de vivre correctement. Et pour conclure le débat, la parole est maintenant à monsieur Alain Houpert pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, oui, Monsieur le Ministre, dans 2 jours, le Salon international de l'agriculture ouvrira ses portes et comme chaque année, les Français seront au rendez-vous. Mais cet engouement ne doit pas masquer la réalité du quotidien des agriculteurs français et c'est pourquoi le groupe Les Républicains a souhaité l'inscription d'un débat sur l'action du gouvernement dans ce secteur. D'abord pour tirer la sonnette d'alarme, mais surtout pour réaffirmer avec vigueur qu'il s'agit d'un secteur d'activité stratégique pour la France. Je voudrais rappeler ici quelques faits. À elle seule, notre agriculture représente près de 17% de la production européenne et reste une force exportatrice qui pèse positivement dans la balance commerciale de notre pays. Nous sommes une puissance agricole de premier plan, fruit d'une longue tradition d'excellence, de savoir-faire, reconnue dans le monde entier, avec près d'un quart de nos exploitations agricoles qui produisent sous des labels d'identification de qualité et d'origine. Notre agriculture est un acteur de la transition énergétique. Elle est respectueuse de l'environnement, elle-même un acteur majeur de sa préservation. Elle répond aux enjeux d'une économie toujours plus circulaire et plus durable. Pour la 3e année consécutive, l'hebdomadaire britannique The Economist classe d'ailleurs l'agriculture française comme le modèle agricole alimentaire le plus durable du monde. Et pourtant, les agriculteurs souffrent. Cela a été rappelé pendant les questions de mes collègues et les maux sont nombreux pour nos exploitants. Leurs revenus subissent une diminution dramatique malgré les promesses de la loi Egalim. On demande toujours plus à nos agriculteurs qui subissent la concurrence déloyale des produits importés. Enfin, la renationalisation annoncée de la PAC soulève des inquiétudes. Or, malgré les sacrifices consentis par la profession, la méfiance de la population envers les agriculteurs est de plus en plus visible. Je vous le demande, Monsieur le Ministre, quelle est cette société dans laquelle les données scientifiques reculent devant l'hystérie collective? Les violences, les actions violentes et les agressions d'exploitants doivent nous alerter. Le gouvernement doit cesser d'alimenter l'agribashing
Or, ils ne montrent pas l'exemple. J'en veux pour preuve vos décisions récentes en matière de zones de non-traitement dont il a été question dans les débats. Parce qu'il s'agit d'un secteur stratégique, le Sénat, et particulièrement sa majorité, a toujours eu à cœur de défendre l'agriculture dans ses travaux et de faire des propositions concrètes pour tenter de redresser la barre. Malheureusement, le gouvernement n'y est pas très réceptif. Un exemple parmi d'autres. Les travaux de suivi de la loi Egalim ont montré qu'avec l'encadrement des promotions, de nombreuses PMI et ETI de l'agroalimentaire, particulièrement dans le secteur des produits saisonniers, se retrouvaient en difficulté. C'est pourquoi une proposition de loi a été adoptée à l'unanimité du Sénat le 15 janvier dernier pour contrer ces effets pervers de la loi et enfin sauvegarder l'activité dans les territoires ruraux. Or, quelle ne fut pas notre surprise de constater dans le projet de loi ASAP, à l'article 44, une prolongation de l'expérimentation de l'encadrement des promotions lors de la discussion de la PPL. Vous nous aviez demandé, Monsieur le Ministre, d'attendre la fin de l'expérimentation pour en tirer tous les enseignements. Or, sans aucune évaluation, vous demandez aujourd'hui au Parlement de prolonger un dispositif qui fragilise nos territoires. Ces mépris des travaux du Parlement est malheureusement une marque de fabrique de la majorité présidentielle et de ce gouvernement. Et dans ce cas, c'est l'agriculture et le secteur agroalimentaire qui en subissent les conséquences. Dernièrement, nous vous avions fait des propositions sur des sujets précis. En voici deux exemples. Je viens de proposer avec notre collègue Yannick Motrel un rapport sur l'agriculture biologique dans lequel nous recommandions de mettre en cohérence des objectifs de conversion des exploitations avec la programmation financière. Ces crédits diminuent alors que la demande des produits est en hausse en France et nous nous retrouvons forcés d'importer 30% des produits consommés. Notre collègue Duplon, dans ce rapport sur la dégradation de la place de l'agriculture française sur les marchés mondiaux, préconise de conserver la diversité de notre agriculture, capable de conquérir des marchés là où cette demande va exploser, en Afrique et en Asie, ou encore de lutter contre la concurrence déloyale des importations, ne respectant pas les normes imposées aux agricultures françaises. Monsieur le ministre, nous partageons, semble-t-il, les inquiétudes ainsi que les constats. Joignez la parole aux actes et saisissez-vous des propositions concrètes que nous formulons ici au Sénat. L'agriculture française et les agriculteurs sont face à des défis majeurs. Nous devons collectivement, et particulièrement votre ministère, être à leur côté et pas seulement sous l'œil des caméras au Salon de l'agriculture. Je vous remercie. Voilà pour cette séance. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à consulter notre site publicsénat.fr pour suivre au plus près l'actualité du Salon de l'agriculture, comme avec cet article de Guillaume Jacot qui revient sur cette séance de questions-réponses liées à l'agriculture. Vous le voyez, tour de chauffe pour le ministre au Sénat à 2 jours du Salon. Public Sénat qui d'ailleurs vous proposera des émissions spéciales sur ce thème majeur depuis le Salon de la Porte de Versailles. Vous pouvez nous y retrouver, Hall 3. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.